Bonjour messieurs. Je disais quel joli dégradé de bleu et on m'a répondu oui, on est à Création, c'est normal. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer un sujet qui est prégnant. On vient de parler d'autonomie, mais il y a une autre souveraineté que la Corse aimerait avoir, c'est celle de son énergie. Une souveraineté énergétique, elle se fixe à l'horizon de 2050. Mais comme l'a dit très bien Gilles Séméoni ce matin, l'insularité, c'est des opportunités et des contraintes. On va voir ensemble de quelles sont les opportunités, parce que quand on est une île, peut-être qu'on peut aussi être un laboratoire et transformer les contraintes en innovation. Peut-être, Julien Paolini, commencer avec vous. Si on fait un peu l'état des lieux, aujourd'hui, c'est quoi l'état énergétique de l'île? Je vous passe le mien si ça ne fonctionne pas. Non. Alors, l'état énergétique de l'île, finalement, comme tous les écosystèmes insulaires, c'est valable également pour les régions d'outre-mer. On est dans une situation de zone non interconnectée, c'est-à-dire non reliée au réseau électrique continental, ce qui n'est pas tout à fait vrai pour la Corse, puisqu'il y a 2 câbles qui nous relient à l'Italie pour l'approvisionnement énergétique. Mais d'un point de vue de la législation, nous sommes reconnus comme une zone non interconnectée. Et comme toutes les zones interconnectées, on est en milieu insulaire, sous une forme de dépendance, ça a été souligné dans les interventions précédentes, notamment une dépendance aux énergies fossiles qui est encore trop marquée, notamment sur le secteur des transports, par exemple, puisque lorsqu'on parle d'énergie, on parle bien sûr de la production électrique, de l'électron, mais on parle également de toutes les énergies nécessaires au déplacement. Et dans une île, forcément, le poids des transports se pèse très fortement dans le mix énergétique de la Corse. Et donc, on a aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a aujourd'hui un mix énergétique trop carboné, trop dépendant de l'extérieur, trop dépendant des énergies fossiles. C'est pour ça que dès 2015, l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif, a souhaité s'engager dans une transition énergétique, notamment pour atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2050. Et je pourrais vous donner quelques chiffres qui indiquent que cette trajectoire, elle est en cours de réalisation, elle est très bien engagée, on pourra en rediscuter. Peut-être justement sur les liaisons et sur on va dire le rapprochement avec l'Italie, peut-être Patrice Rossi, c'en est où le chantier, par exemple, de la ligne Sacoï 3? Alors, le chantier de Sacoï 3 a démarré. Le terrain aujourd'hui est disponible, il est plutôt sur des phases de terrassement, de préparation technique, et on imagine aussi, alors je le donne peut-être aussi à l'avant-première, mais certaines de personnes recevront une invitation pour la pose de la première pierre en septembre. Donc ça veut dire qu'on est vraiment bien avancé, et on est complètement calé sur le planning initial qui est repris aujourd'hui dans la PPE de la Corse. Donc complètement en phase. Toutes les étapes compliquées ont été passées, celles des autorisations notamment, celles des achats. Maintenant on est sur les phases qu'on aime bien quand on est un industriel, c'est-à-dire c'est les phases de réalisation. Et ça y est, ça démarre. Les phases de réalisation, tout le monde les aime bien. C'est de la concrétisation. On vient de faire un très rapide état des lieux. La Corse, comme n'importe quel autre territoire aujourd'hui, fait face à un développement économique, donc à des besoins qui grossissent. On demande aussi à avoir des véhicules électriques de plus en plus. Donc ça fait exploser les besoins. Comment déjà envisager et comment répondre à ce que l'on voit arriver, j'allais dire presque un mur d'investissement? Monsieur Paolini, si vous voulez. Oui. C'est notamment tout l'enjeu des programmations pluriannuelles de l'énergie. La Corse bénéficie en la matière d'une spécificité, c'est qu'elle élabore sa propre programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors que, je dirais, les régions françaises n'ont pas de programmation pluriannuelle de l'énergie qui leur sont propres, et elles dépendent de la programmation pluriannuelle de l'énergie nationale française. Donc, première spécificité, c'est dans ce cadre de cette programmation pluriannuelle de l'énergie qu'on se fixe un certain nombre d'objectifs pour atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2050, mais on se fixe des objectifs par pas de temps. C'est-à-dire que tous les 4 ans, par exemple, là, l'Assemblée de Corse a eu à adopter récemment une programmation pluriannuelle de l'énergie, c'était en mars 2023, pour la période 2024-2028, où on vise des objectifs en matière de sécurité d'approvisionnement de l'île, de décarbonation, par exemple, le passage de la centrale du VAD avec une nouvelle centrale au biocarburant, donc on passe des énergies fossiles
aux énergies renouvelables, mais aussi des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Et la Corse a une richesse exceptionnelle en la matière, c'est ses ressources naturelles qu'évoquait le président. Bien sûr le soleil, mais également l'eau, le vent ou encore la biomasse, ces forêts qui peuvent contribuer à ce développement des énergies renouvelables. Donc à côté de cette production énergétique, énergie renouvelable et centrale notamment, on a aussi une politique très ambitieuse en matière de réduction, donc d'économie d'énergie, de sobriété en matière d'énergétique, avec des grands plans de rénovation, notamment dans le secteur du bâtiment. Et donc c'est ces deux piliers-là qui sont au cœur de la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Corse. Quand les entreprises, comment elles voient ces besoins évoluer, elles-mêmes devoir se décarboner parce que c'est un chemin qui est pris. Est-ce qu'il y a des enjeux pour elles plus particuliers et comment vous pouvez répondre aux enjeux globaux de l'île? Il y a des enjeux évidemment pour les entreprises, il y a des enjeux, il y a même des obligations. Il y a le décret tertiaire qui normalement s'applique pour les entreprises et les collectivités au-delà d'un certain seuil de mètres carrés. Maintenant, la problématique, je pense que tout le monde ici est convaincu et a l'envie d'aller vers cette transition énergétique. Seulement, ce qu'on constate, nous, on travaille quotidiennement à Orange avec je dirais, les collectivités et les privés de l'île, ce sont les moyens. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le tissu économique est constitué de TPE, de PME, et que souvent, ce n'est pas un manque d'envie, c'est un manque de moyens. Si demain, vous demandez à n'importe qui ici, est-ce que vous avez la volonté d'avoir une transition ? Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de réponses négatives. Maintenant, c'est comment je le mets en application, comment je peux, au sein de ma société, garder mon efficience opérationnelle. Voilà, ce sont plutôt ces enjeux-là, je pense, qui sont à prendre en compte plus que l'envie, qui, à mon avis, est très présente. Jean-Michel Diaz, Total Energy est présent en Corse, pas encore sur des centrales, ou en tout cas pas comme c'est le cas, par exemple, à la MED, un projet qui a fait sa transition, puisque la MED, c'était l'un des approvisionneurs en énergie fossile, qui a fait une totale transition. Comment est-ce que, peut-être nous expliquer comment est-ce qu'on fait la transition, et on accompagne les entreprises, parce que c'est vrai que les petites entreprises, c'est pas la volonté qui leur manque, c'est les moyens, et c'est souvent comment y aller et quel choix opérer. Votre regard, j'allais dire extérieur, ce serait quoi? Comment est-ce qu'on fait la transition et comment on accompagne un tissu qui est très diversifié et où les enjeux sont communs, mais par contre les moyens différents? Alors tout d'abord, merci Thierry pour cette invitation et bonjour à toutes et à tous. Il faut commencer par rappeler que la mobilité en France, donc partout, elle est à 96% encore thermique. Et donc on a un premier devoir qui est de continuer à fournir aujourd'hui et demain ces mobilités thermiques. Et avant de passer à d'autres types d'énergie, puisqu'on sait, et notamment pour les véhicules légers qui seront électriques après-demain, je ne mets pas une date, en tout cas l'Europe a décidé que c'était 2035, en attendant il faut développer des énergies qui sont des énergies de transition. Et ça a été évoqué tout à l'heure, puisqu'on parlait pour la centrale de biocarburant. Eh bien il se trouve que juste à côté, il suffit de tirer droit et de traverser la mer et on est voisins. Il y a la première bioraffinerie française qui produit justement un biocarburant qui est l'HVO. L'HVO, c'est la copie conforme du diesel, c'est même le clone parfait du diesel. Et l'HVO, il est produit aujourd'hui à la MED uniquement à partir de déchets de l'économie circulaire, les huiles alimentaires usagées et les graisses animales. Et on fait un carburant qui permet de décarboner jusqu'à hauteur de 90%. Donc vous investissez zéro. Vous ne faites aucune modification de réglage sur les moteurs et vous décarbonez jusqu'à hauteur de 90%. Donc voilà une bonne énergie qui est disponible tout de suite et qui permet de faire sa transition en attendant les autres énergies. Et il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on a mis un S à Total Energy. C'est qu'on estime qu'on va réussir, cet engagement commun avec la société vers la neutralité carbone, que si à chaque type de mobilité, on lui met une énergie. Alors, on y reviendra peut-être, il y a bien sûr le GNL, et puis il y a le solaire, bien évidemment, avec des expériences dans d'autres territoires insulaires, si je prends la Réunion par exemple, où on développe des fermes photovoltaïques
couplées à des batteries de stockage, ce qui permet en fait de fournir en continu et de stabiliser en fait des réseaux qui sont parfois déjà saturés. Et ça permet aussi, là où il n'y a pas de maillage, en fait de fournir finalement une installation électrique qui produit en continu. Donc des solutions, il y en a plusieurs. Et on parlait du tissu des PME. Eh bien, il se trouve que chez Total Energy, en fait, on accompagne ces PME. On accompagne d'abord ceux qui créent des PME, ceux qui les reprennent, ceux qui les développent, ceux qui développent de nouvelles technologies. Et on les accompagne notamment avec, in fine, du prêt à taux zéro sans garantie, qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. Donc on a moyen en fait d'accélérer des solutions et de faire en sorte que des startups ou des PME qui proposent des solutions innovantes, eh bien, elles soient accélérées pour aller vers cette transition énergétique et cette décarbonation. Oui, c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de se dire sur la partie start-up et PME, c'est qu'on est sur la transition donc là, énergétique, mais on y viendra peut-être après sur la transition digitale, c'est d'être, comme on dit, by design. C'est-à-dire d'entrée de jeu, de définir ces axes-là et de partir sur la croissance de la société par design sur cette typologie d'énergie. Et puis, il y a deux autres points qui sont très importants qu'il faut évoquer. Bien sûr, il y a le sujet de la sobriété. Celui-là, il est fondamental, parce qu'on sait tous que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et puis, il y a le sujet de l'efficacité énergétique. Et sur le sujet de l'efficacité énergétique, il y a les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Les C2E, ils sont sous-utilisés aujourd'hui. Ils sont très peu connus de la part des collectivités territoriales, notamment des petites collectivités. On en a fait l'expérience. Et les C2E, il ne faut pas s'en priver. C'est-à-dire que vous avez des grands énergéticiens qui mettent à disposition ces certificats. Donc en fait, on vient financer des investissements qui vont permettre, par exemple, de passer d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur, qui vont permettre d'aller isoler des bâtiments, de faire de l'isolation en toiture, de faire des installations d'énergie renouvelable. Et vous pouvez les financer au travers des C2E de 15 jusqu'à 100%. Donc voilà des solutions, là aussi, qui peuvent en fait coûter peu cher à la collectivité ou à une PME, qui leur permettent de faire leur transition et qui sont financées par les grands énergéticiens français. J'aimerais bien écouter votre voisin là-dessus. Oui, vous avez raison de souligner cet aspect-là sur la partie maîtrise de la demande en énergie. Quand on est sur la mobilisation des dispositifs financiers, d'aide aux collectivités ou d'aide aux ménages, c'est effectivement un levier important qui est fortement mobilisé en Corse. Alors que ce soit au travers de ce que peut faire l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse, puisqu'il y a des guichets qui permettent en fait d'accueillir les demandes ou même de prospecter en direction des donneurs d'ordre qui ont des projets de transition énergétique. Ce qu'on fait également du côté d'EDF, avec la mobilisation de dispositifs également très spécifiques, dédiés, ce qu'a dit Julien Paolini tout à l'heure. On a une PPE particulière, mais on a également un cadre d'accompagnement financier particulier dédié à la Corse et qui nous donne en fait des volets d'action et de financement très importants pour les ménages, pour les tertiaires, pour les collectivités. Voilà. Et ça, ce sont des dispositifs effectivement très importants qui permettent à la fin aux propriétaires, aux donneurs d'ordre d'avoir un reste à charge qui est relativement modeste, même s'il y a toujours un reste à charge pour le propriétaire. C'est dingue. Oui, c'est... Il fonctionne, vous entendez. Décidément, j'ai pas de chance avec le micro. Cette question de la manière dont on va financer cette transition énergétique, donc cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est essentielle. Et c'est vrai qu'en Corse, on bénéficie de leviers et on a une idée précise des investissements qui seront à réaliser dans les prochaines années. Aujourd'hui, on estime que les investissements nécessaires, tous moyens confondus, je dirais, que ce soit public ou privé, d'ici 2028, c'est 4 milliards pour atteindre les objectifs de la PPE. C'est environ 1 milliard sur le développement des énergies renouvelables. Et on a la chance en Corse d'avoir des entreprises qui sont des entreprises pionnières en matière de développement des énergies renouvelables. A été évoquée la question des champs photovoltaïques avec batterie. Ils fonctionnent aujourd'hui en Corse depuis maintenant un certain nombre d'années. D'ailleurs, j'ai vu des acteurs ici, des énergies renouvelables qui sont présents aujourd'hui, je les salue. On a eu également les premières productions d'hydrogène en Corse très récemment, notamment pour alimenter le bateau à hydrogène du
du lycée maritime qui est juste à côté de chez nous. Donc la Corse, en effet, est un laboratoire, elle innove en la matière, et donc 1 milliard d'euros d'investissement nécessaire, tout moyen confondu, sur ce secteur des énergies renouvelables, et 3 milliards sur la question de la rénovation des bâtiments, que ce soit des bâtiments individuels, des logements sociaux, des collèges, des lycées, des bâtiments de santé, etc., etc., notamment dans un contexte de sortie du gaz de ville. C'est-à-dire que la loi prévoit la sortie du gaz de ville sur Bastia et sur Ajaccio. Donc c'est une opération colossale qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe, peut-être qu'il n'a pas d'équivalent dans le monde, et qui va nécessiter le passage du gaz vers d'autres sources d'énergie, et donc la nécessité aussi, dans ces opérations-là, de faire des économies d'énergie en réhabilitant ces bâtiments, en les modernisant. C'est aussi rendre du pouvoir d'achat aux ménages, parce que la facture énergétique pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. C'est aussi du confort de vie, et c'est également des économies d'énergie, et donc un plus pour la planète. Donc là, c'est 3 milliards d'euros qui devraient être consacrés, et on dispose de fonds exceptionnels, 200 millions d'euros qui ont été négociés avec l'État dans le cadre du vote de la PPE en mars 2023, 135 millions du cadre territorial de compensation, ça c'est des fonds publics. On a également des fonds européens, des fonds propres de la collectivité de Corse et de l'État, et bien sûr des fonds issus de partenaires banquiers, c'est par exemple la Chambre des territoires ou les partenaires banquiers classiques. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs économiques et aussi la force publique qui vont pouvoir financer ces opérations. Et aujourd'hui, je vous disais qu'on est près de nos objectifs. Aujourd'hui, on est à peu près à un tiers d'autonomie énergétique pour la Corse. On pense qu'en 2028, on aura doublé notre taux d'autonomie énergétique pour atteindre environ les 70%, et dont 75% d'énergie renouvelable, notamment grâce au passage des centrales au biocarburant, mais pas seulement, en mobilisant le photovoltaïque et également l'hydraulique. Et je vous disais, les potentiels qu'ont la Corse en la matière qui sont exceptionnels. Sur la décarbonation, juste le chiffre à retenir, c'est aujourd'hui la cible, c'est environ 80% d'énergie décarbonée à l'horizon 2030, avec ce qu'évoque Julien Pauline sur le passage au biocombustible. 80% de décarboné d'ici à 2030. C'est rapide. Vous évoquez des moyens, mais il y a aussi des injonctions contradictoires. On l'a vu notamment sur le solaire qui avait été soutenu il y a quelques années, puis il y a eu un stop, puis à nouveau un tout petit stop dernièrement qui est passé presque inaperçu, mais de désengagement de l'État pour le raccordement notamment de ce qui concerne les panneaux solaires sur les hangars. Comment est-ce qu'on fait face aussi aux injonctions contradictoires? Parce que se donner des objectifs, c'est bien, mais s'il y a des stop and go, on fait comment? Tu peux dire qu'on a une activité difficile. Parmi les injonctions contradictoires, j'en évoquerai une. Le président disait dans ses propos qu'on nous reprochait souvent au Conseil exécutif, à la collectivité de Corse, de ne pas exercer nos compétences. En l'occurrence, on a voté une programmation pluriannuelle de l'énergie en mars 2023. J'en ai rappelé les objectifs et les principaux chiffres. Et nous sommes toujours dans l'attente d'un arrêté qui valide de manière définitive cette programmation pluriannuelle de l'énergie, qui doit être pris par le gouvernement. Le ministre qui est revenu récemment encore s'est engagé à le faire avant la fin du premier trimestre 2025. Donc c'est imminent, mais ça fait 2 ans qu'on est quand même dans l'attente de ce décret. Donc pour le coup, sur ce sujet-là au moins, on a probablement un coup d'avance. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça conditionne les investissements qui vont être réalisés, notamment sur les grandes infrastructures, et le financement de ces grandes infrastructures. On a parlé de la future centrale du Ricand, mais on pourrait parler également des investissements sur la station de conversion d'énergie de Lugudinast de Ghisogne. On pourrait parler de la conversion de la centrale de Luciane, qui est actuellement au fuel, au biocarburant, ou encore du financement de Sacoy. C'est environ 800 millions d'euros, je crois, au bas mot, ne serait-ce que pour la centrale, c'est ça, hein? C'est 800 millions pour la centrale, et c'est, en additionnant tout ce que tu as dit, c'est environ 1,5 milliard pour les 5 ans qui viennent. C'est quoi le rôle de la 5G dans tout ça? Alors la 5G dans tout ça, elle vient nous aider. Tout à l'heure, Jean-Michel disait que la meilleure source d'économie, c'est celle qu'on n'utilise pas. La 5G, par exemple, aujourd'hui, va apporter un point qui est essentiel par rapport aux anciennes technologies, c'est que si vous voulez, la 5G va s'activer à la demande. C'est-à-dire qu'avant, on va dire qu'on arrosait vulgairement, je dirais, l'intégralité du territoire. Là, si vous ne sollicitez pas l'antenne, elle ne va pas diffuser. Donc du coup, on a des économies. On estimait en 2020 la 5G par rapport à la 4G 2 fois moins énergivore,
Avec l'évolution des technos, aujourd'hui sur 2025, on est quasiment à 10 fois moins énergivore et on projette un 20 fois moins énergivore à 2030. Donc nous, en tant qu'opérateur, tout à l'heure on parlait du développement de la Corse, ça passe également par le haut débit, donc on essaye de déployer pour deux choses la 5G. D'une part, la digitalisation de nos entreprises. On parle la transition n'est pas que énergétique. Voilà, la transition est énergétique, la transition est aussi numérique, et elle a un vecteur très très fort de développement. Et il y a des acteurs ici présents dans l'audience qui en font partie, et on est fiers de les accompagner. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, on a cette nécessité, on en parlait là aussi tout à l'heure, à absorber un flux touristique de plus en plus important sur des périodes réduites. Et on a la même problématique, je pense, avec EDF. C'est que si on prend l'analogie, on doit construire des autoroutes l'été pour dimensionner le flux, là où l'hiver, on a besoin, je dirais... Un petit chemin ? Pas de petits chemins, on a besoin de belles routes aussi, mais voilà, de moindres mesures. Donc il faut qu'on arrive à jongler sur ces aspects-là. On travaille très bien avec la collectivité et les collectivités au quotidien pour essayer de déployer ces technologies-là qui sont indispensables pour le développement de l'île, pour je dirais les citoyens, mais surtout pour les entreprises. Vous avez le même problème alors ? Oui, le sujet du dimensionnement par la pointe, on appelle ça comme ça Tout à fait. En interne, c'est un vrai sujet. C'est aujourd'hui une des complexités qu'on peut avoir quand on doit optimiser les investissements par rapport aux réels besoins et comment l'amortir sur la durée, d'où la nécessité d'avoir de la vision de long terme aussi, qui permet en fait après de lisser ces investissements-là. Il y a un point peut-être qu'on abordera aussi, on parle de moyens financiers, on parle de tous les enjeux qu'on peut avoir sur le territoire et avec les différents acteurs économiques. Il y a le sujet, alors au-delà de la ressource financière, des ressources humaines aussi, je ne sais pas si on y viendra, mais on peut y venir tout de suite d'ailleurs. Qu'on doit vraiment avoir en ligne de mire. La transition dans nos métiers, c'est une transition qui se fait aussi par les compétences, qui a aussi des effets très très bénéfiques. Au début, c'est une montagne ou un mur qu'on a devant soi. Mais en fait, en réalité, ce sont beaucoup d'opportunités et de retombées, notamment pour le territoire. Pour parler juste de la petite échelle côté EDF ou des métiers qui sont proches des nôtres, on a pu réaliser environ 600 embauches sur les 10-12 dernières années. On est à peine 800 sur le territoire et il y a à peu près 600 personnes qu'on a pu embaucher. On a pu les embaucher dans des métiers très techniques, pas que, mais très techniques, dans le domaine industriel. Et pour le faire aussi avec une volonté de le faire avec et pour le territoire, on a pu aussi monter des filières d'apprentissage, des filières de formation avec l'Académie de Corse, avec l'Université de Corse, ce qui semblait très 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 loin, très difficile il y a encore 10-15 ans, aujourd'hui qui est complètement réalisable, qui a produit ses effets. On peut citer les centaines d'embauches qu'on a pu faire dans des métiers parfois très 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 pointus. Et juste ne pas oublier, on le fait pour nous, on le fait aussi pour nos partenaires, nos entreprises extérieures, qu'on ne peut pas réaliser les projets économiques, les programmations économiques sans avoir les compétences. Alors des fois, on parle beaucoup de moyens financiers, mais les compétences sont des fois beaucoup plus longues à acquérir que les budgets. On le voit dans le nucléaire, on est obligé de revenir à des métiers qu'on a abandonnés. Besoin d'avoir une vision peut-être avec une tête haute qui permette en fait de regarder les choses à 5-10 ans quand on parle de monter en compétence sur un métier. Et c'est des fois la première chose qui arrive dans l'équation avant même le financement et la réalisation des projets. Je sais que votre voisin, il connaît très bien le sujet. Jean-Michel Diaz, la formation, important, l'essentiel. Il marche. C'est fondamental et puis il faut surtout qu'on lève la tête et qu'on prépare les besoins qui sont devant nous à 10, 20 ans et 30 ans. Et pour ça, chez Total Energy, on accompagne la création d'écoles de production dans les territoires. On a signé un accord en 2018 où on est devenu le partenaire principal de la Fédération nationale des écoles de production. En fait, une école de production, c'est quoi ? C'est destiné à des jeunes qui ont entre 14 et 18-19 ans. Et le principe, il est basé sur le faire pour apprendre. Donc ces jeunes, ils vont passer plus de 75% de leur temps en atelier. Et l'atelier, c'est l'école qui va recevoir de vraies commandes de la part de partenaires industriels. Et donc les jeunes, en fait, ils se forment en travaillant sur des commandes réelles. Et ça, c'est très bien adapté, notamment à des jeunes qui ne savent pas rester assis derrière un bureau pour apprendre. À la fin, ils sont diplômés CAP, BEP, Bac Pro. 42% d'ailleurs continuent en Bac plus 2. Et le taux de réussite, il est assez exceptionnel parce que c'est plus de 80%
95% de ces jeunes qui sont diplômés, et 100% des jeunes, ils ont tous un job. Et donc, c'est tous les métiers de la production. Et on vient d'inaugurer récemment, d'ailleurs à Marseille, la première école de production française sur le photovoltaïque et l'électricité. Elle fait les deux. Et donc, tous les domaines sont ouverts, y compris le domaine de la restauration, hein, puisque ici, il y a aussi des besoins qui sont importants sur cette île, parce que c'est un domaine de production. Donc, qui peut porter une école de production? J'allais dire n'importe qui. Une collectivité territoriale, une CCI, un particulier, n'importe qui peut porter un projet. Et donc, nous, on les accompagne sur les 10 ans entre 2018, où il y avait 19 écoles en France, on a fixé un cap qui était d'avoir 100 écoles en 2028. Nous, Total Énergie, on y consacre 60 millions d'euros sur cette période. Julien Paolini, est-ce que tout ça, c'est pas aussi une question d'aménagement du territoire, finalement? C'est fondamentalement une question d'aménagement du territoire lorsqu'on aborde la question de la transition numérique. Prenons cet exemple-là pour sortir de la question énergétique. La collectivité de Corse a, depuis 2018, je dirais, lancé un grand programme de déploiement de la fibre optique partout sur le territoire. Et aujourd'hui, on est en phase de finalisation, puisque je peux dire, en anticipant peut-être un tout petit peu, que 100% de la Corse, même les villages les plus reculés dans l'intérieur, bénéficient aujourd'hui de la fibre optique. Moi, je vais témoigner moi-même de mon petit village d'Oubédros, où j'ai été maire. Quand j'ai pris mes responsabilités de maire en 2020, on n'avait même pas la 4G. Aujourd'hui, on a non seulement la 4G, mais on a également la fibre optique, ce qui me permet d'exercer mes activités régulièrement depuis le village. Donc, des investissements massifs, mais ça signifie aussi derrière des prises de responsabilité et donc la capacité de pouvoir exercer ces compétences-là. Donc, ça a été le cas aujourd'hui. Ça veut dire bien sûr la formation des hommes, la recherche et l'innovation, et l'université joue un rôle majeur en la matière. Et on a pu récemment à l'Assemblée de Corse lui a examiné un rapport justement qui a identifié l'ensemble des besoins du territoire pour atteindre les objectifs de la PPE en partenariat avec les organismes de formation, du CFA jusqu'au Bac plus 8, parce qu'on sait qu'une transition, c'est aussi des nouveaux métiers. On a pris l'exemple des voitures. Aujourd'hui, les voitures sont thermiques. Demain, elles seront électriques. Un mécanicien, il ne va pas travailler de la même manière sur un moteur thermique ou sur un moteur électrique. Voilà les grands enjeux qui sont devant nous. Aujourd'hui, ils sont identifiés. Charge à nous maintenant de les mettre en œuvre, même si bien sûr tout ça c'est progressif, parce que c'est une transition, donc oui. Une transition, elle se fait forcément par étapes, mais l'idée étant toujours, je dirais, avec l'humain au centre de cette question-là, et l'aménagement du territoire en faisait partie. Lorsqu'on déploie des infrastructures, qu'elles soient numériques, qu'elles soient de transport, qu'elles soient énergétiques, on aménage aussi les territoires de demain. Je vous donne un seul exemple, le photovoltaïque. Il s'est considérablement développé en Corse ces dernières années. Il s'est beaucoup fait sur le littoral, probablement parfois sur des terres à vocation agricole ou dans des zones où c'était le plus aisé en matière de modèle économique. Nous, on souhaiterait que ce photovoltaïque puisse demain se faire aussi dans l'intérieur des terres, où il ne se passe finalement pas grand-chose, et dans le cadre de partenariats public-privé, ce qui permettrait de bénéficier bien sûr aux acteurs économiques, mais également à un certain nombre d'institutions qui ont du mal aujourd'hui à se développer. Donc voilà comment nous aussi on voit cette transition, c'est-à-dire aussi un rééquilibrage territorial entre les zones qui ont beaucoup progressé, peut-être même trop vite dans un certain nombre de secteurs, et celles qui peinent aujourd'hui à se développer. L'aménagement du territoire, c'est aussi un sujet que vous regardez forcément? Oui, on le regarde. Alors nous, on le regarde au travers des réseaux. L'infrastructure, oui. Voilà, on ne regarde pas les routes, on regarde plutôt les réseaux électriques. Donc évidemment, voilà, besoin d'une programmation là aussi de long terme, parce qu'entre le moment où on décide la création, l'extension d'un réseau, quel que soit le niveau de tension, ce sont des années d'instruction administrative, technique, ensuite de réalisation, donc besoin aussi de regarder les choses de façon très, très prospective, et avec le souci permanent d'avoir effectivement le meilleur équilibrage entre les zones de production et de consommation. Ce sont des vrais sujets, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine d'ailleurs avec certains de vos confrères sur l'entrée de l'été et comment on va passer la période estivale d'un point de vue énergétique. Et il y a toujours ce sujet en fait du rééquilibrage entre les poches de consommation qui bougent tout au long de l'année, entre l'été et le reste de l'année, et comment on fait pour y faire face pendant l'été.
Aménagement du territoire pour vous aussi, finalement. Ah ben, nous, c'est primordial. Ce que disait Julien Paolini est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de la collectivité qui a été engagé, avec lequel nous travaillons main dans la main, est primordial pour déconcentrer les pôles, pour redonner de la vie dans les villages, pour mettre en place des coworking, pour faire en sorte que des jeunes puissent, dans leur village, développer leurs entreprises. Voilà, enfin, il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est passé de quasiment rien à un débit qui lui permet aujourd'hui, je pense, de faire des visioconférences, de faire tout ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui dans le domaine du digital. Nous, de notre côté, pour juste que vous ayez un ordre d'idée, hein, c'est quasiment 15 millions d'euros investis tous les ans dans les infrastructures. Donc voilà, on est évidemment un acteur du développement et on croit très très fort dans le développement du territoire, notamment dans le domaine du numérique. Merci messieurs pour cette prospective sur l'île qui sera sans doute un exemple.